Binge audio. Vous les regardez souvent, vous, vos photos de famille? Vous les encadrez au mur de votre salon? Regarde, on était tellement petits sur ces photos. Vous les classez minutieusement, par ordre chronologique, dans des albums plastifiés, ou elles sont bien rangées sur votre ordi? Chez ma mère, elles sont toutes mélangées dans une boîte en carton. La dernière fois que je l'ai ouverte avec mes neveux et nièces, j'ai eu l'impression de partir en expédition. Parce que je tombe toujours sur une pépite. Et mamie, là, elle est trop rigolote. Il y en a aussi qui sont découpés par endroits. Trop bizarre. On devine un bout de bras, mais pas le reste du corps. Et c'est toujours la même personne qu'on a cherché à faire disparaître. À force de tomber sur des photos tronquées, Emma et Ethan ont tout simplement posé la question. Tata, pourquoi il y a du marqueur sur certaines photos? Et là, regarde, la page, elle est complètement déchirée. C'est qui? Je me suis rendu compte qu'en plus de pas avoir d'image du monsieur à la tête coupée, il ne savait rien de son histoire. De mon histoire. Il savait juste que papy était quelqu'un de très 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 méchant. C'est peu de choses. Alors j'ai estimé qu'ils étaient en âge de savoir et de comprendre. Mais je me suis demandé comment leur parler de leur grand-père. Comment trouver des mots simples pour leur dire pourquoi ils ne le connaissaient pas. Sans le diaboliser. Parce que je veux pas qu'ils grandissent en pensant que c'est un monstre. Parce que les monstres... Ça n'existe pas. C'est notre société. C'est nous. C'est nos amis. C'est nos pères. C'est ça qu'on doit regarder. Ce que je veux qu'ils comprennent, c'est que les auteurs d'inceste, ce sont des hommes et des femmes parmi nous, et pas que sur les photos de famille. Des personnes avec qui vous travaillez, vous partez en vacances, vous partagez une activité. Et je me demande ce qu'on attend d'elles. Qu'est-ce qu'on fait des auteurs d'inceste une fois que l'irréparable a été commis? Parce qu'ils sont là, ils existent, ils occupent une place dans notre société. Est-ce qu'on peut vraiment les effacer de la photo ? « 20 000 lieues sous ma chair ». Une série documentaire de Caroline Potier. Épisode 6. 3 pièces manquantes du puzzle. Ça fait plus de 20 ans que je n'ai plus aucun contact avec mon père. Si je le croisais aujourd'hui dans la rue, je suis même pas sûre de pouvoir le reconnaître. Je garde l'image d'un quarantenaire grand, colérique, brun, égoïste, corpulent, tordu, plutôt bel homme, violent. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au premier mariage de mon frère aîné. J'avais 16 ans. Le procès en appel n'a pas encore eu lieu. Alors que toute la famille est au courant de la première condamnation, mon père est invité à la fête. Je le vis pas très bien. Et comme à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me tracasse, c'est à mon amie Marie que je me confie sur les cassettes qu'on s'envoie. Qui dit mariage dit famille. Alors tu penses que ça va être simple ce putain de mariage ? Je dis même pas mon père pour parler de lui. Donc à mon avis, il y aura un petit peu de problème, vu que son père Alexandre n'a pas le droit de m'approcher. Je parle du père d'Alexandre, mon frère, alors qu'on est bien issus de la même fratrie. Donc ça sera un petit peu difficile parce que là on sera dans la même pièce, donc bon. Non mais je sais pas si tu te rends compte en fait le malaise qu'il va y avoir. Avoir vraiment un fossé, enfin je sais pas quoi. Et puis juridiquement c'est pas possible puisqu'il peut pas m'approcher. Donc je sais pas si tu te rends compte quoi.
Ah bon, ça c'est bizarre. Mais je pense que Alexandre et Delphine, ils auraient pu mesurer ce problème-là avant. Ok, ils en sont conscients, mais on peut pas leur demander des choix, mais... Enfin, après, moi, je comprends que lui, ça soit important pour Alex qu'il ait son père, si tu veux. Mais le problème, c'est assez paradoxal, parce qu'en fait, ils ont pas de relation. Donc, c'est juste pour dire je t'invite par politesse, mais pourquoi lui faire plaisir alors qu'il a fait du mal partout? C'est ça, tu vois, que j'arrive pas trop bien à concevoir. Donc voilà, c'est vrai que là, il y a beaucoup de questions qui se posent dans ma petite tête. Et puis le fait que le procès a été mis en appel, ça fait plus d'un an et demi maintenant. Bon, je sais que les appels sont très longs, mais figure-toi donc dans la même conversation où il parlait du faire-part d'Alexandre et Delphine qui comprenaient pas, machin. Il a dit tiens, demain je vais être juré au tribunal des assises. Tu trouves ça normal? Ouais, juré. Bah oui. Alors qu'il a abusé de sa fille, bah oui, c'est complètement normal. Mais il y a vraiment un truc qui va pas, quoi. Alors les gens qui sont au courant qu'il est juré aux assises, tu te rends pas compte, en plus aux assises, c'est le truc le plus haut, je crois. Non mais vraiment, j'arrive pas à trouver les mots, tu vois. Avant le mariage, mon frère avait dit à mon père de se tenir à carreau. Mais le mariage a tourné au vinaigre. Mon père n'a pas pu s'empêcher de préparer un discours et un diaporama photo. Ça marche là, vous m'entendez? Est-ce que le micro fonctionne? Et là, vous savez ce qui se passe? Il se lance dans un monologue. Voilà, donc du coup j'ai préparé un petit diaporama. Vous m'excuserez, je suis vraiment ému, surtout en voyant cette photo là, car c'est la dernière qu'on a tous les 5. À l'époque, on formait une famille unie, avant que Caroline fasse tout éclater. Du haut de mes 1m59 et de mes 42 kilos, là je me transforme en une espèce d'Hulk. Vous savez, cet immense monstre tout vert là qui fait craquer son t-shirt quand il hurle. Envahi par la colère, je traverse la salle en gueulant. Espèce de pédophile! Voilà. Ambiance assurée pour le reste de la soirée. Évacuation de la salle, exfiltration de l'élément perturbateur, infarctus du vieil oncle, arrivée des pompiers, connard de cousin qui me dit que j'ai tout gâché. Oh, t'as vraiment tout gâché. Hein. Heureusement, mon frère et ma belle-sœur se sont excusés. Et ma mère et mes tantes m'ont réconforté. Malgré ça, depuis cette dernière confrontation, je me suis souvent interrogée sur ce qui se passerait le jour où je reverrai mon père. Je parle pas de renouer des liens, je parle d'un dialogue. Parce que j'ai besoin de comprendre. Et on n'a jamais pu se parler. Mais on pourrait peut-être le faire grâce à la justice restaurative. C'est un dispositif qui permet à des auteurs et à des victimes d'une infraction similaire d'entrer dans un processus de réparation et de résolution du préjudice commis, dans un cadre sécurisé, encadré par un tiers formé. En France, ça existe depuis 2014, mais très peu de personnes y ont recours. Moins d'une centaine chaque année. J'aimerais revoir mon frère. J'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard. Dans le film de Jeanne Herry, Je verrai toujours vos visages, le personnage de Chloé est victime d'inceste. Elle dépose une demande de médiation envers son frère, qui est aussi son agresseur. On la suit pendant toute sa préparation qui l'amènera à la rencontre. Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu. C'est un travail qui peut durer entre 6 mois et 1 an, assuré la plupart du temps par des CPIP, des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, qui sont formés comme médiateurs en justice restaurative. Adélaïde Moncomble est l'une d'entre eux. Des rencontres entre auteurs et victimes, elle en a animé des dizaines.
Elle veille à ce que plusieurs principes soient respectés. La reconnaissance des faits par l'auteur de l'infraction commise, le volontariat des participants, la confidentialité des échanges, la gratuité du dispositif, l'absence de contrepartie. Au fur et à mesure des entretiens, on va petit à petit parler de l'autre. Qui vous pensez rencontrer ? Pourquoi vous pensez qu'il a ou qu'elle a dit oui à ce dispositif ? Pourquoi vous pensez qu'il s'y engage ? Qu'est-ce que vous pensez que ça va lui apporter ou pas ? Donc on va petit à petit introduire l'autre dans les entretiens préparatoires. Et au fur et à mesure, on va la placer dans des scénarios différents. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voudriez qu'il arrive dans cette rencontre ou ces rencontres quand elles sont collectives? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il arrive? Si ça n'arrive pas, comment vous allez réagir? Qu'est-ce que vous ne voudriez pas qu'il arrive? Si ça arrive, comment vous allez réagir? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il dise ou qu'il demande? Et si ça n'arrive pas, qu'est-ce que vous voudriez vous demander ou dire? Comment vous allez le dire? Et s'il ne vous répond pas, qu'il ne peut pas vous apporter de réponse, comment vous allez réagir, etc., etc. Voilà. S'il n'y a pas du tout d'adéquation, on va être obligé, on leur dit dès le départ, de dire non, on ne pourra pas aller plus loin. Voilà. Ça va nous permettre aussi de fouiller les attentes et les motivations, et de vérifier qu'il n'y a pas de volonté de manipulation, de prise de pouvoir de l'un sur l'autre, etc., etc. Et pendant tous ces entretiens préparatoires, on va sentir au bout d'un moment, chez l'un et chez l'autre, que ça y est, là il faut y aller. J'ai posé une demande de médiation directe en justice restaurative auprès de mon père en mai 2023. Et pour moi, mes attentes et motivations étaient très claires. C'est comme si j'étais devant un puzzle de 1200 pièces et qu'il en manquait 3. 3 petites pièces pour me sentir complète. La première, c'est des questions très concrètes que je me pose, auxquelles je trouve pas de réponse. Des réponses que seul mon père peut m'apporter. Qu'est-ce qui se passait dans sa tête à lui, avant, pendant, après les viols? Comment il se sent aujourd'hui, après avoir fait ça? Qui d'autre est victime? Qui d'autre est agresseur dans notre famille? Pourquoi il m'a dit que j'aimais ça, que je prenais du plaisir, que je l'avais cherché? La deuxième pièce du puzzle, c'est celle de la parentalité. Depuis quelque temps, un farouche désir de maternité s'est réveillé en moi. Alors avant de devenir mère, j'ai ressenti le besoin de me confronter à mon père. Comme pour poser une limite qui dit « Moi, je ne ferai pas le choix de la violence, quelle qu'elle soit, sur mon enfant. » Et la toute dernière pièce, c'est celle du dialogue, d'adulte à adulte. Un dialogue qui replace auteur et victime d'inceste à égalité, en tant qu'individu. C'est ça l'ambition de la justice restaurative. Il y a peu d'opportunités d'être actif vis-à-vis de sa victime. Il y en a. Il y a le paiement des dommages-intérêts, notamment, mais c'est très lointain, c'est très froid. Finalement, la justice restaurative, elle leur propose de redevenir actifs de quelque chose, d'un acte positif dans leur vie. Et ça, c'est hyper important. Ça permet de se responsabiliser, ça permet de se rendre compte aussi, parce que en tant que professionnel, on aborde évidemment la victime, les dommages qui ont été causés, la gravité des faits. Je comprends qu'on puisse avoir du mal à croire qu'un auteur d'inceste veuille restaurer quelque chose vis-à-vis de sa victime. Qu'on se demande quel cheminement peut les conduire à la prise de conscience de leurs actes. Vous doutez de leur sincérité ? Pour essayer de comprendre, j'ai rencontré l'équipe de soignants d'un CRIAFS, un centre de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. Là, en fait, nous, on est là parce qu'il y a 2 bâtiments. Oui, ouais. Il y a 2 bâtiments. Celui de Bordeaux propose également une prise en charge des agresseurs. Des thérapies individuelles et collectives, intégralement remboursées, à destination d'hommes adultes, dont les 2 tiers ont reçu une obligation ou une injonction de soins par la justice.
Pour Florent Cochet, psychiatre et responsable de ce centre, les victimes apparaissent toujours en toile de fond du suivi qu'il propose. Il y en a qui sont dans le déni total, j'étais pas là ce jour-là, ça peut pas être moi. Et d'autres où le déni va être plus nuancé. Ils vont pas nier les gestes sexuels, par exemple avec la mineure, mais ils vont dire mais c'est elle qui est venue vers moi comme. Et dans ces cas-là, moi ma technique, c'est de les laisser parler, d'expliquer un petit peu comment eux ils voient les choses. Mais ensuite de terminer, de conclure en leur disant mais finalement dans cette scène elle avait 7 ans et vous c'est vous l'adulte, donc même imaginons qu'une mineure sexualise son comportement, des choses comme ça, c'est à vous adultes à dire non, ça se fait pas, voilà, à expliquer et finalement ça me permet de mettre en évidence avec eux que quelque part ils ont abusé de la situation par rapport à une mineure qui est entre guillemets qui a pas en tête des relations sexuelles ou des choses comme ça. Parce que effectivement, c'est souvent c'est aussi un mécanisme de défense de leur part de dire que c'est pas tout à fait eux, c'est quelqu'un d'autre, c'est la mineure qui a demandé. Non. Enfin, en France, la législation est très claire. Avant 15 ans, un mineur peut pas avoir de relations sexuelles consenties. Je suis retombée sur le rapport d'expertise psychiatrique de mon père. Comme pour la plupart des agresseurs, l'examen ne relève pas d'anomalies mentales, de troubles psychiques ou de pathologies délirantes. Par contre, il fait état d'un déni total. En l'état, une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire n'apparaît pas opportune, dans la mesure où l'intéressé ne reconnaît pas les faits, se positionne en victime, n'exprime pas de sentiment de honte ou de culpabilité. Mais est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est possible que des agresseurs fassent autre chose que nier et se victimiser ? J'ai pu m'entretenir avec un patient pris en charge dans un CRIAFS. On peut l'appeler Jean. Jean a violé la fille de sa compagne, sa belle-fille, pratiquement quotidiennement, de ses 8 à ses 14 ans. Lui avait alors la trentaine. Les viols incestueux se sont arrêtés lorsque cette jeune fille a parlé à sa mère. Jean s'est rendu de lui-même à la gendarmerie. Il a été placé en détention provisoire pendant 2 ans et demi jusqu'à son procès. Il a été condamné à 10 ans de réclusion et 8 ans d'injonction de soins. C'est-à-dire qu'une fois sorti de prison, il a été obligé de suivre une thérapie. Je l'ai rencontré 6 mois avant la fin de ce suivi. Il a maintenant la cinquantaine. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Vous avez rencontré Jean? Ah d'accord, très bien. Et je savais pas. Bonjour Jean. Enchantée Caroline. J'ai d'abord pris Jean pour un artisan à sa pause clope. Le centre de soins était en travaux et il portait un pantalon de travail. Il est un peu stressé à l'idée de participer à cet entretien. Et sa nouvelle compagne et son employeur l'ont encouragé à faire ça. Jean m'explique que c'est en détention qu'il a commencé à faire un travail sur lui, en participant à des groupes de parole entre détenus condamnés pour des faits similaires. Ces thérapies collectives, il les a continuées à sa sortie de prison, au CRIAFS. Le fait d'assister à ces groupes de parole et d'écouter les autres pour des faits similaires ou différents permet, à moi ça m'a permis en fait de réaliser les horreurs que j'avais commis. Le fait d'écouter les autres parler, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a réveillé la conscience et c'est ça qui m'a permis surtout d'avancer. Et vraiment de sortir du déni, de comprendre. Quand ça s'est produit, les faits, j'étais quelqu'un de faible, lâche, pervers, mauvais. Quelqu'un de mauvais, égoïste, très égoïste. Malgré que voilà, j'étais aimé, j'avais une famille, j'avais des amis, tout allait bien. Mais moi, dans ma tête, je n'étais pas bien. Vraiment pas. Dans ma tête, j'avais un corps d'homme, mais avec un esprit d'ado, mais
pervers. Je savais que c'était mal, je le savais très bien que c'était mal, mais quand je dis plus fort que moi, c'est que je me sentais bien avec. Je ne voulais pas lui faire du mal, mais je lui faisais du mal et je le voyais. Je le voyais. Après l'agression, après le viol, je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien, je buvais de plus en plus. Je suis devenu alcoolique. Je voyais la souffrance, mais je ne voulais pas la voir. Je n'avais aucune empathie, en fait. C'était quand je voulais. C'était moi, j'avais une telle emprise dessus que c'est quand je voulais. Voilà, il s'est passé quelque temps et il a fallu que la victime en parle pour que ça s'arrête. Je la remercie. Mais s'il n'aurait pas fait, ça aurait continué. Et ça, c'est ce qui arrive beaucoup de fois. À moi, c'est ce qui m'est arrivé en tout cas. Au cours des thérapies individuelles et collectives qu'il a suivies, Jean a travaillé sur son passage à l'acte, son environnement familial et la prise de conscience de l'inceste qu'il a commis. Mais il expose les limites de ces thérapies collectives, qu'il a fini par arrêter de son propre gré. Les suivis de groupes de parole, donc le suivi déjà après la prison, c'est quelque chose d'obligatoire. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Et je l'ai suivi pendant longtemps, les groupes. Et donc j'ai partagé beaucoup, j'ai écouté beaucoup, mais j'ai avancé aussi dans ma vie. J'ai d'autres préoccupations. Et donc j'ai préféré arrêter le groupe parce que le fait d'entendre des personnes qui étaient encore dans le déni, je n'arrivais plus. Ça m'énervait. Et donc je n'arrivais plus à entendre ça. C'était trop fort pour moi. C'est voir des personnes qui ont fait X années en prison et qui viennent au groupe de parole, par obligation forcément, mais qui n'arrivent pas à sortir de ce stade-là, ça me tire vers l'arrière. Ça me démotive. J'ai pas confiance en l'homme, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce qu'il y a un défaut quelque part? Est-ce qu'il y a une faille quelque part? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment certains arrivent à avancer, à accepter, et d'autres, non. Qu'est-ce qui nous garantit qu'une thérapie fonctionne ? Qu'est-ce qui nous assure qu'une fois l'injonction de soins levée, tout le suivi effectué pendant des années ne s'écroule pas ? Les patients peuvent continuer une thérapie par leurs propres moyens, sur la base du volontariat, mais rien ne les y oblige. Pourquoi le feraient-ils s'ils n'en ressentent pas le besoin ? À la fin de l'entretien avec Jean, j'ai laissé tourner le micro. Il m'a demandé. Je peux vous poser une question ? Oui. Pour moi, c'est la première fois aussi. Ouais. Vous avez avancé ? Ouais. Tout va bien ? Oui. Je dis pas que tout va bien tout le temps, mais oui, c'est sûr que j'ai avancé. Moi, j'ai parlé, je sais pas si c'est un rapport, mais moi, j'ai quand même parlé très jeune. Mais un peu comme votre belle-fille, en fait. D'accord. C'est pas pour faire un parallèle, mais je pense qu'on avait à peu près le même âge, parce que moi, les faits, ils ont commencé, j'avais 6 ans, et ils se sont arrêtés au moment où j'ai parlé à ma mère. J'avais 12 ans. Je me suis dit que c'était l'occasion pour lui d'entendre les conséquences que l'inceste peut avoir dans une trajectoire de vie. Je lui ai donné un aperçu du parcours de réparation des victimes. Il a été surpris d'apprendre, par exemple, que pour nous, il n'y avait pas de prise en charge des thérapies. Lui aussi, il avait l'air de chercher les pièces manquantes du puzzle. Une autre pièce me manque toujours. Que faire des incesteurs une fois que l'irréparable a été commis ? Comment vivre avec eux, après ça, dans nos familles ? Est-ce qu'on doit les exclure ? Au Québec, il existe un dispositif où, pendant la peine de prison du détenu, les membres de sa famille se rassemblent, avec lui et l'incesté, pour parler de ce qui s'est passé. Ça s'appelle le programme VISA,
violence interdite sur autrui. Selon l'anthropologue Dorothée Ducy, l'autrice du Berceau des dominations, c'est un très bon exemple de ce qu'il faudrait mettre en place. Le fait de sortir l'inceste du silence, du système du silence en fait, d'une grammaire où même en prison on ferme sa gueule là-dessus, on n'en parle jamais, de ne jamais revenir dessus. Bon. Le fait d'obliger les gens à en parler, à faire circuler la parole, il n'y avait aucune récidive. Ça sortait la famille du système de l'inceste. Et d'ailleurs, on comprend bien comment ça marche. Enfin, je veux bien croire que justement, puisque tout l'inceste repose sur une grammaire du silence, et que l'inceste se reconduit dans la famille, puisqu'il survient dans une famille où il est toujours déjà là, et s'il se reconduit, c'est quand même qu'on s'est tu, que rien n'a été dit. À partir du moment où on met des mots, et où on oblige on invite, quand même sur une base de volontariat, le plus de gens possible dans la famille à en parler, ça permet de reprendre des relations. Effectivement, l'idée de parler, pas de ne rien faire, exclure sans rien dire, j'ai des familles qui continuent d'aller mal, ça. Je veux dire, les gens dans la famille vont pas bien, mais parler de ce qui s'est passé, parler de ce qui a été imposé aux enfants, que les frères et les sœurs qui parlent en fait jamais de ce qui leur a été imposé à eux, comme silence, comme obligation de ne pas voir, de se taire, voilà. Mettre en mots tout ça, pour chacun, c'est très important. En France, il n'y a pas de dispositif comparable pour les familles. Mais dans certains cas, les auteurs et les victimes peuvent se rencontrer avec la justice restaurative. Le but de la justice restaurative, c'est ni le pardon, ni la réconciliation, et encore moins un moyen d'empêcher les récidives. On espère qu'il n'y en ait pas, bien sûr, mais c'est un objectif secondaire. Un matin, j'ai reçu un mail d'Adélaïde Moncomble, la médiatrice en justice restaurative. Elle voulait qu'on se voie pour me donner la réponse concernant ma demande de médiation envers mon père. C'était 1 mois après le rendez-vous d'information où j'ai pu poser mes limites. Et l'une d'entre elles, c'était que si je tombais enceinte pendant cette démarche, je donnerais la priorité à ma grossesse. Et au même moment, j'ai appris que j'allais devenir mère. Et j'ai eu peur. Peur que mon père s'en prenne indirectement à mon enfant. J'avais fait une fausse couche quelques mois plus tôt. J'aurais pas supporté qu'il détruise ce petit être qui prenait vie en moi. Attendez, je vais vous trouver mieux que ça. Hein. C'est ce que m'a dit un copain aussi en voyant la semaine dernière, j'étais sur Paris. Très bien. Mais j'avais encore trop de questions sans réponse. Alors je suis quand même allée à ce rendez-vous, pour écouter celle qu'Adélaïde Moncomble avait à m'apporter. Votre père est toujours suivi par la justice, donc je l'ai eu directement au téléphone. Il ne souhaite pas rentrer dans une médiation restaurative. Dans ce cadre-là, je vais préciser mes paroles. Il serait OK pour vous rencontrer à 2 conditions. Hors dispositif de justice restaurative, c'est-à-dire seul ou avec votre compagnon, sans un professionnel accompagnant. C'est la première raison. La deuxième, il souhaite être établi dans son statut de père à votre égard, administrativement parlant. En tant que professionnel, pour le coup, je suis en devoir de vous dire que je serais tout à fait défavorable à ce que vous le rencontriez dans le cadre qu'il précise lui. Je l'ai senti pas forcément assez dans la reconnaissance des faits et beaucoup dans la manipulation. Donc je suis en devoir de vous le dire. Voilà, je pense que c'est pas une bonne idée. Après, vous êtes bien libre de ce que vous souhaitez, mais je pense qu'il faut pas aller au-delà pour votre sécurité à vous. Que ça lui apportera probablement pas grand-chose et qu'à vous, ça devrait vous coûter pas mal. Voilà, donc la réponse est celle-là. Elle était sans appel. J'ai proposé un temps de réflexion qu'il n'a pas souhaité prendre. Donc voilà. Ok. Voilà. Je m'y attendais. Mon intuition, quand vous m'avez dit que vous aviez une réponse, et d'ailleurs assez rapidement par rapport au temps que j'avais donné, j'ai senti le non.
Et je savais pas trop, il y a des intuitions comme ça qui trompent pas. Après, j'ai juste là, forcément, j'ai des questions qui me viennent et je sais pas si vous pouvez me répondre, mais je comprends pas le père administrativement, enfin là j'ai pas compris. Du discours qui m'a tenu, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un retrait de l'autorité parentale ou ce genre de choses. Voilà. Donc je pense que c'est de ça qu'il parle, hein, clairement. C'est il m'a dit je sais qu'administrativement je suis plus son père, et je la reverrai que si elle rétablit d'abord ça. Midi 20, en sortant du rendez-vous. Je m'y attendais. Il est pas prêt. De toute façon, je me concentre sur le bébé. 14h40, après avoir mangé un bon mafé. Putain, mais c'est encore lui qui dicte les règles, quoi. Le maître du jeu, le mec. Enfin, je sais pas, quoi. C'est quoi son délire, là, sur l'autorité parentale là, je comprends pas, quoi. Il croit que j'ai 12 ans ou quoi? 16h30. En vrai, ça me fait mal, quoi. Franchement, ça me fait mal. C'est comme si j'existais pas, quoi. En fait, c'est ça. C'est comme si j'existais pas. C'est comme si j'avais rien vécu, comme si j'avais jamais souffert, quoi. C'est dégueulasse. 18h50. Mais putain, mais comment j'ai pu être aussi naïf, quoi. Enfin, mais comment j'ai pu penser que le mec, il pouvait changer? Non, mais sérieusement. Putain, mais je m'en veux tellement, quoi. Mais pourquoi j'ai fait ça, quoi? Mais pourquoi j'ai fait ça? Putain, le mec, il se prend 2 condamnations, il fait 6 ans de tôle et rien. Que dalle, nada, rien. Le mec, il se remet pas en question, même pas il veut faire un geste, quoi. Ah oui, parce que je vous l'avais pas encore dit, mais mon père a récidivé sur 4 autres fillettes. 4 nièces de sa seconde épouse, âgées de 6 ans, 7 ans, 7 ans et demi et 10 ans et demi. Il a été condamné à 6 ans de prison ferme, assorti d'un suivi socio-judiciaire pendant 12 ans, d'une injonction de soins, d'une obligation de ne pas essayer de rentrer en contact avec les victimes, l'interdiction de fréquenter des lieux où il y a des mineurs et une interdiction d'exercer des professions ou des activités en lien avec des mineurs, avec la menace de 3 ans de prison supplémentaire si les obligations ne sont pas respectées. J'ai retrouvé une coupure de journal qui rend compte de l'audience. Le Courrier de l'Ouest, 28 mai 2010. Christophe aurait pourtant dû être échaudé. Il avait déjà été condamné à 3 ans de prison avec sursis pour des attouchements sur sa fille d'un premier mariage. Peut-être que si j'avais eu de la prison ferme, j'aurais mieux compris. Essaie-t-il de se défendre devant le tribunal. Quand on évoque les faits, il dit que ce n'était pas une agression, plutôt une éducation à la sexualité des fillettes. Je n'ai pas cherché mon propre plaisir, je voulais leur faire plaisir. J'ai tout simplement mal interprété leur marque d'affection, estime Christophe. L'une des avocates de la partie civile n'est pas de cet avis. Le prévenu est un homme dangereux. C'est un prédateur et un manipulateur. Je mets pas tous les incesteurs dans le même sac. Je pense qu'il y en a qui cheminent, comme Jean. Mais les dispositifs de justice restaurative, les injonctions de soins, les suivis sociaux judiciaires ne sont pas adaptés à tous. Et je comprends celles et ceux qui ont des réserves. D'ailleurs, la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, questionne l'efficacité de la justice restaurative dans des cas de violences sexuelles sur mineurs. C'est ce que m'explique son ancien président, le magistrat Édouard Durand. Je crains qu'au prétexte de répondre à la demande compréhensible, légitime même, de certaines personnes adultes ayant été victimes de violences sexuelles dans leur enfance, et notamment d'inceste, au prétexte de cette demande, on organise, on finance des dispositifs orientés vers les besoins des agresseurs, au risque extrême de nier à nouveau et la dangerosité des agresseurs et la souffrance
des personnes qu'ils ont violées ou agressées. La société s'est toujours préoccupée en priorité des agresseurs, de leur confort, de leurs problèmes, de leurs soucis, de leur réinsertion. Elle leur a toujours trouvé des excuses pour les laisser violer, pour ne pas les condamner et pour les réinsérer. Ça n'est qu'un prétexte pour continuer à le faire. Et c'est d'une naïveté confondante vis-à-vis des agresseurs. C'est se faire croire qu'en quelques séances, un homme qui est capable, parfois jusqu'à 1000 fois, de mettre son pénis dans le corps d'un enfant, va se transformer parce qu'il aura parlé avec cet enfant devenu adulte, et que tout d'un coup, il va se dire, pour de vrai, c'est mal ce que j'ai fait. Alors que les agresseurs ne cessent jamais de minimiser, banaliser, excuser, dénier les viols et les agressions sexuelles qu'ils commettent. On se fait croire que ces rencontres vont les changer. Voilà ce que je veux dire. Il est possible qu'un être humain qui a violé un autre être humain se transforme radicalement. Qui suis-je pour juger le cœur des autres? Il est possible qu'une personne qui a été victime de ces violences extrêmes ait besoin de rencontrer son agresseur. Il est possible que cette personne victime soit en capacité de supporter cette rencontre. Peut-être. Peut-être. Il faut le vérifier. C'est pas mon père qui me donnera les pièces manquantes du puzzle. Alors je vais les fabriquer moi-même. Je prononce ces mots au micro la veille de mon congé maternité. Je suis enceinte de 8 mois. C'est 7 enfants, mon nouvel horizon. Est-ce que ce petit être évoluera dans un monde où l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants auront été éradiquées ? Je suis une idéaliste. J'ose penser que ce genre d'acte aura drastiquement baissé. Car nous nous serons tous et toutes saisis des clés que nous avions finalement sous la main. Grâce à des politiques publiques ambitieuses dont nous aurons enfin fait nos priorités. Grâce à des moyens alloués aux professionnels qui avaient déjà tiré sur la sonnette d'alarme depuis plusieurs années. Grâce aux victimes et aux survivants d'inceste, dont la parole sera entendue, respectée, valorisée et politisée. Grâce aux membres de leur famille, qui ne laisseront plus faire ça, qui ne feront pas de l'inceste un tabou qu'on se trimballe de génération en génération, et qui ne reproduiront pas ces actes. Moi, avec tout ce qu'on a remonté à la surface, j'espère qu'avec toutes celles et ceux que je porte dans mon cœur, on a réussi pour toi
et pour tous les enfants après nous, à sortir de l'océan du déni. Coucou Marie! On a fait la 2e écho hier, c'était... Non, je te le dis, puis je trouve que c'est hyper symbolique de te le dire à toi, parce que t'es la seule personne au courant là. C'est une fille! Voilà! Voilà. Du coup, toute la journée, moi je suis restée un peu dans ma bulle, finalement, je pense que ça... En fait, ça a été une nouvelle rencontre de connaître le sexe, Ça a été vraiment une nouvelle rencontre... Comme s'il y avait une nouvelle histoire là qui était en train de s'écrire. « 20 000 lieues sous ma chair » est une série documentaire de Caroline Potier, diffusée dans Le Cœur sur la table, un podcast de Victoire Tuaillon, produit par Binge Audio. À la coécriture, Elisa Hellin et Victoire Tuaillon. Réalisation, Quentin Bresson. En renfort à la prise de son, Paul Berthiaud, Marie Jaworski et Julien Crouet. Production, Naomi Titi. Édition et diffusion, Lucille Leboutet. Pour les recherches, merci à Angèle Briard-Marchand. La musique originale est de Dawa Salfati, les musiques additionnelles de Quentin Bresson. L'identité graphique est signée Léonie Brottier. Communication et marketing, Jeanne Longhini et Lise Niederkorn. Merci à toute l'équipe de Binge Audio et de Paradiso d'avoir prêté leur voix pour interpréter les personnages de ce documentaire. Je dédie cette œuvre sonore à ma fille, Victoria, née 15 jours avant la sortie de cette série documentaire. Victoria m'a accompagnée à tous les stades de ce projet puisque je l'ai réalisé du début à la fin de ma grossesse. J'adresse mes remerciements en tout premier lieu à ma mère pour sa force, son courage, son soutien et son amour inconditionnel. Vous l'aurez compris, je te crois, ces 3 mots peuvent sauver des vies. À Grégory, à nos joies, à nos peines, à nos discours, à nos solitudes, à nos rires, à nos amours. À mes amis qui contribuent à faire de moi celle que je suis, celles et ceux de longue date comme Marie des Cassettes, Anissa et la clique de la 5e 1, et les amitiés plus récentes qui me nourrissent chaque jour. À ma psy, Corinne Mascaro, pour son accompagnement depuis la libération de la parole sur l'inceste et tous les tsunamis intérieurs qu'elle a entraînés. Aux survivantes et survivants d'inceste que j'ai croisés sur ma route, qu'ils aient ou non brisé le silence des violences subies, merci de la confiance que vous m'avez accordée. À toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce documentaire, avec qui j'ai échangé, que leurs témoignages figurent ou non dans cette série. À commencer par le magistrat Édouard Durand, Jean-Michel Breton, commandant de gendarmerie, et Alice Guéraud, chargée de plaidoyer, tous les 3 anciens membres de la première instance de la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Au docteur Marie Lebeau, et toute l'équipe de l'unité pédiatrique enfants en danger du CHU de Poitiers, à Cyril Lacombe, procureur de la République de Poitiers, qui a autorisé cette rencontre, au docteur Mélanie Voyer et toute l'équipe du centre de psychotraumatologie de Poitiers, aux participantes et participants des groupes de parole de l'association En Parler, à tous ses membres et bénévoles, en particulier celles et ceux de Bordeaux et Marseille, à Marie-Josée Hay, présidente de l'association En Parler, qui a cru en ce projet et m'a ouvert tant de portes, à Adélaïde Moncomble, conseillère de probation et d'insertion, médiatrice en justice restaurative, au docteur Florent Cochet, responsable du centre ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles de Bordeaux, et à son équipe, à l'association Scaphandre et au Forum du Rocher de Palmer, espace de coworking au sein desquels j'ai écrit cette série documentaire. Enfin, j'exprime ma gratitude à Victoire Tuaillon, qui a compris et défendu ce projet coûte que coûte, à Naomi Titi, productrice du Cœur sur la table, qui m'a accompagnée et soutenue avec bienveillance, et à Quentin Bresson, qui a mis en son ce parcours 20 000 lieues sous ma chair. Merci pour votre écoute, et à bientôt dans Le Cœur sur la table. Je chanterai toute ma vie
le silence, j'épouserai le soleil, j'embrasserai mes ennuis, de mes cendres je renaîtrai vieille. Dans mon corps une nouvelle peau s'éveille. Et après, je prendrai à sourire, à ne plus avoir peur de moi et du plaisir. Et après, je deviendrai souveraine de ce temple qui dort et de tous ces jardins.